Un homme arrive pour la première fois à l'académie et, par ignorance, pointe sa lame sur une professeure de génie. Cette dernière maîtrise les 5 éléments et tout le monde s'attend à ce qu'il subisse une défaite cuisante. Mais contre toute attente, pendant le combat, la professeure non seulement se retient, mais lorsque leurs regards se croisent, elle rougit même devant tout le monde. Il s'avère qu'elle le connaissait déjà, elle lui avait même écrit une lettre d'amour par le passé. Pourtant, ce noble admiré par des millions de jeunes filles donne des sueurs froides à la plupart des gens à la simple évocation de son nom, le bourreau souriant. C'est le surnom que les gens ont donné à Julien. La rumeur dit qu'il tue sans sourciller. C'est pourquoi, lorsque Julien arrive à l'Académie Veille pour la cérémonie de sélection de l'ordre des yeux fermés, il sème immédiatement la panique parmi tous les candidats. Qu'est-ce que ce chien enragé de la royauté fiche ici? Pire encore, un nouvel étudiant bouscule accidentellement Julien. Malgré ses excuses répétées, tout le monde pense que ce type est un homme mort. C'est l'avis de tous, même de Erland qui accompagne Julien. Il lui dit, « Calme-toi, ce n'est qu'un gamin. » Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'âme du méchant Julien a déjà été remplacée par celle d'un gamer reclus, qui ne cherche qu'à survivre dans ce monde de jeux dangereux. Bon sang, je n'ai encore rien fait. Bien qu'il n'ait aucune de ces mauvaises intentions, l'aura violette qui émane des étudiants autour de lui confirme leur peur profonde. D'après les règles du jeu, Julien possède la capacité de percevoir les émotions négatives des autres. Il utilisait souvent ce pouvoir pour jouer avec ses ennemis. Je dois les calmer. En réalité, l'arrivée de Julien à l'Académie Val pour superviser la sélection est un complot monté par des hauts gradés de l'ordre, car il s'est récemment blessé à la tête. Des rumeurs circulent selon lesquelles Julien aurait perdu la mémoire, donc s'il gâche cette sélection, les hauts gradés auront une raison de l'expulser de l'ordre. Mais avant que Julien ne puisse faire quoi que ce soit, une douce voix féminine l'interpelle au loin. « Bonjour, monsieur Julien. » La nouvelle venue n'est autre que le génie de l'Académie Veille. La professeure Aileen Donation, l'un des personnages principaux du jeu. Tueuse de rois démons, elle a maîtrisé 5 éléments rares dès son plus jeune âge. Et a réussi à atteindre le rang d'archimage du 5e cercle. Elle est même membre de la tour de magie Adalta. Mais pourquoi me salue-t-elle? Aileen et Julien ne sont-ils pas censés être des inconnus? Il espère utiliser l'autorité de la professeure Aileen pour calmer les étudiants, mais en y regardant de plus près, elle aussi émane une lueur étrange. Mais sa forme et sa couleur ne ressemblent à aucune autre. Est-ce de la peur ou de la colère? Non. C'est du ressentiment, et il est d'une profondeur terrifiante. Le gamer reclus est stupéfait. Il n'a aucune idée de ce que le Julien d'avant a bien pu faire pour qu'une fille éprouve des émotions aussi intenses. Il veut apaiser la tension, mais ce qui sort de sa bouche est: « Qui vous a donné la permission de m'adresser la parole, vous, la donation ?» Point sans mêler. À l'instant où ces mots sont prononcés, l'atmosphère devient glaciale. Aileen regarde Julien avec dégoût, comme si elle voyait une ordure. Génial. Maintenant, je ne contrôle même plus ce que je dis. Julien a envie de pleurer devant sa propre bêtise. Qu'est-ce que je fabrique? Bien qu'il ajoute, en quoi puis-je vous aider, l'atmosphère reste figée dans un silence terrifiant. Au point où il en est, il décide de jouer le rôle de Julien jusqu'au bout. Il dégaine son épée et hurle, « Devenir une sans-mêlée vous a-t-elle aussi rendu à moitié sourde? Alors, laissez le son de la mort vous la rendre. » Avec ces mots, Julien a l'intention de briser ses défenses, pour ensuite la réconforter. Mais la réalité est bien loin de ce qu'il avait imaginé. Au moment où Aileen le voit dégainer son épée, une terrifiante puissance magique jaillit d'elle. Dégainer votre épée est une déclaration de guerre, même si vous appartenez à l'ordre des yeux clos. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que vous commettez des violences contre le personnel de l'Académie Veille et ses étudiants. Bien qu'Aileen ne veuille pas s'opposer à Julien, elle sait qu'elle le doit. Prenant position, Aileen lance immédiatement la magie du 3e cercle. Frappe de foudre. L'attaque heurte l'épée de Julien. L'impact, d'un réalisme incroyable, lui fait réaliser qu'il est vraiment dans un combat réel. Le voyant distrait à un moment pareil, Aileen devient encore plus furieuse. Il ne me prend pas du tout au sérieux. Elle commence immédiatement à évacuer les étudiants, se préparant à donner une leçon à Julien. Mais au moment où Aileen tourne la tête,
il lance une attaque. Bien qu'elle réagisse et utilise un bouclier, la force écrasante de Julian le brise instantanément. L'ennemi est maintenant à moins de 20 centimètres, mais l'émotion qui monte dans le cœur d'Aileen n'est pas la peur. C'est de l'attirance. Le cœur battant la chamade, elle lance frénétiquement ses compétences devant elle. Sans aucun contrôle sur leur puissance. Après s'être calmée, Aileen commence à regretter. En réalité, elle ne veut pas blesser Julian, car il était autrefois quelqu'un qu'elle admirait. Toute sa vie. Bien que Julian ne soit qu'un membre d'une branche secondaire de la famille. Kribat, son allure noble était plus imposante que celle de n'importe qui d'autre. Non seulement il avait de nombreuses relations, mais son excellente maîtrise de l'épée lui a valu le titre d'étoile montante de l'Empire durant ses années à l'Académie Veil. Il était admiré par d'innombrables étudiantes, et même la génie Aileen en faisait partie. Dès l'instant où elle l'a vu pour la première fois, son cœur a été complètement conquis. Même si elle savait que leurs statuts sociaux étaient à des mondes l'un de l'autre. Aileen n'a pas pu se résoudre à laisser passer sa chance. Elle s'est donc déclarée, mais a été durement rejetée. Chaque fois qu'elle y repense, Aileen ressent un sentiment de honte. Mais le reclus qui vient de se réincarner en Julian l'ignore. Il pense qu'elle rougit. Parce qu'elle est en colère que ses attaques ne fonctionnent pas. N'en pouvant plus, Julian décide de mettre fin à ce combat immédiatement. Il apparaît en un éclair derrière Aileen. Puis lui tapote doucement la tête avec le pommeau de son épée. Pourquoi ne pas mettre fin à cette farce maintenant? Ce geste fait battre le cœur d'Aileen, mais plus que ça, elle est confuse un instant. Elle entrevoit même une lueur de ce doux aîné d'autrefois, et non un bourreau de sang-froid. Pourquoi? Vous en aviez l'occasion. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé votre technique signature, l'épée du clair de lune? Est-ce que vous me méprisez? Julian reste sans voix et ne peut que rire maladroitement. Il ne peut pas vraiment dire qu'il vient de se réincarner et qu'il n'a pas encore étudié les techniques d'épée de ce personnage. Cela confirmerait les rumeurs sur sa perte de mémoire. Il doit donc jouer le rôle de Julian à la perfection et démontrer sa nature de méchant. Alors il sourit d'un air suffisant. Mademoiselle Aileen, voulez-vous vraiment savoir? À l'instant où elle entend cela, les pupilles d'Aileen se dilatent sous le choc. C'est la première fois qu'elle l'entend s'adresser à elle si doucement. Elle hoche la tête. Alors, Julian explique qu'il n'avait en réalité aucune intention de déclencher un conflit. C'est juste que Erlan, qui l'accompagnait, visite l'académie pour la première fois. Et ne sait pas où se déroule la cérémonie de sélection de l'ordre des yeux clos. Il voulait juste demander son chemin, mais a provoqué la panique de manière inattendue. Maintenant que vous savez, montrez-nous le chemin immédiatement, sans mêler. Aileen reste là, abasourdie. La raison était si simple. Bien que légèrement agacée, la gentille jeune femme les guide quand même. En marchant sur la route, Julian ressent une vague de soulagement. Je ne connais absolument pas l'épée du clair de lune. Autre chose, c'est que souvent, inconsciemment, il laisse transparaître sa gentillesse inutile de Nolif, ce qui est tout le contraire de la personnalité de Julian. Aileen commence à se douter de quelque chose. Ce n'est pas bon signe, je dois mieux jouer mon rôle. Le bourreau souriant. Mais cette scène terrifie les deux personnes à ses côtés. Ils ont tous les deux la même pensée, qu'est-ce que ce type est encore en train de manigancer? Quelques minutes plus tard, ils arrivent au terrain d'entraînement de l'Académie Veil. C'est ici que se déroule la sélection d'aujourd'hui. Dès leur entrée, Julian commence à se présenter bruyamment à tout le monde, tandis que Erlan scrute la zone avec méfiance. Finalement, son regard se pose sur un jeune homme aux cheveux bleus. Je l'ai trouvé. Le deuxième fils de la famille Toss. Leur famille est connue pour ses bonnes relations avec la famille Kripar. L'Ordre des Yeux Fermés est une organisation directement sous l'autorité de la famille royale. Et tout le monde considère que le rejoindre est un honneur, la compétition est donc extrêmement féroce. L'évaluation consiste généralement en un duel avec l'examinateur en chef. C'est le premier piège que les hautes instances ont tendu aujourd'hui. Si Julian fait perdre le fils de la famille Toss et l'humilie en combat, on dira de lui qu'il ne comprend rien aux convenances sociales. Inversement, s'il laisse passer le deuxième fils de la famille Toss, ce sera considéré comme du favoritisme et de la corruption. Dans tous les cas, les hautes instances pourront s'en servir de prétexte pour se débarrasser de Julian.
Que vas-tu faire, Julien? Après tout, cette situation est sans issue. C'est alors que une voix calme résonne à travers le terrain d'entraînement. Savez-vous quel bruit fait une personne quand elle meurt? Cette phrase fait frémir tout le monde. L'orateur n'est autre que Julien, qui se sert de sa réputation tristement célèbre. Pour lancer une menace suffocante, retirez-vous de votre plein gré si vous ne voulez pas mourir. L'effet est immédiat. Face au scélérat le plus craint de l'Empire, presque personne ne parvient à garder son sang-froid. Je me retire, crie un candidat, paralysé par la peur. Puis un autre, et encore un autre. Même le fameux deuxième fils est si effrayé qu'il lève la main pour déclarer forfait. Alors que l'ordre des yeux fermés voit ses candidats annoncer leur retrait un par un, Julien pousse un discret soupir de soulagement. Fin de l'épreuve. S'il n'y a pas d'autre challenger, le test s'arrête là. Julien tourne alors son regard vers Aileen dans l'assistance. Il est surpris de voir que le dégoût qui flottait au-dessus de sa tête a disparu. Ce devrait être une bonne nouvelle. Mais il réalise rapidement que quelque chose ne va pas. Si mon intimidation avait eu un effet sur elle, ne devrait-elle pas avoir peur, ou au moins être sur ses gardes? Y aurait-il quelque chose que j'ignore? Pendant qu'il est perdu dans ses pensées, Aileen quitte l'arène, une expression indéchiffrable sur le visage. Julien retourne ensuite à son manoir. À l'instant où il rentre, il se sent soulagé. Il s'effondre sur une chaise, soupire profondément et plonge dans ses pensées. Il comprend. C'est un complot du Conseil des Anciens, dont le seul but est de l'expulser de la famille. S'en être sorti aujourd'hui n'est qu'un coup de chance, mais la chance ne sera pas toujours de mon côté. Et si cela se reproduit? Après avoir organisé ses pensées, il regarde le fourreau posé sur la table. Il le sait. L'arrogance de Julien vient de la maîtrise de l'épée qui lui permet de manier cette lame. Alors, je dois moi aussi maîtriser ce pouvoir. Il agrippe la poignée de l'épée, et le métal grince. La lame sort progressivement de son fourreau. Julien découvre alors qu'il peut voir la trajectoire de l'épée. Alors c'est ça, ce qu'ils appellent la voie de l'épée? Serait-ce le talent de Julien? Il balance l'épée, en suivant la voie qu'il voit. Instantanément, le sifflement cristallin de la lame perce le ciel nocturne. Bien qu'il puisse comprendre les bases de la voie de l'épée, c'est loin d'être suffisant, après tout. L'Empire compte d'innombrables maîtres épéistes, et la raison pour laquelle ce type a l'esprit tordu a survécu aussi longtemps, c'est parce qu'il possède des atouts exceptionnels que le commun des mortels ne peut égaler, ses yeux perçants capables de sonder les émotions, et sa compréhension unique des arts des arcanes. Pour maîtriser les arts des arcanes, il faut d'abord comprendre le mana. C'est dans cet esprit que Julien commence à se concentrer. Pour ressentir le mana en lui. Maintenant que j'occupe le corps de Julien, même sans souvenir, toute sa mémoire musculaire doit encore subsister dans ce corps. Tant que je parviens à la réveiller, maîtriser les arts des arcanes ne sera pas difficile. Bien sûr, utiliser le mana comporte des risques. Si l'on ne fait pas attention et que le mana reflue, au lieu de circuler vers les nœuds de mana, il pourrait endommager directement les organes vitaux, y compris le cerveau. Il y a 38 canaux de mana dans le corps. 6 canaux principaux, comparables à de grands fleuves, et 32 canaux secondaires, semblables à de petits ruisseaux. Mais pas le temps de s'en préoccuper maintenant. La fortune sourit aux audacieux. Il prend une profonde inspiration et canalise le mana dans les canaux principaux. Cette étrange sensation de mana déferlant est inédite. Il empoigne l'épée à 2 mains, faisant circuler le mana dans tout son corps. La résistance dépasse de loin son imagination, et une douleur brûlante parcourt tout son corps. Quelques instants plus tard, il ouvre lentement les yeux. La première chose qu'il voit, c'est la lame, qui dégage une vive lueur bleue. Est-ce là l'épée du clair de lune de Julien? J'ai réussi. Même si ce n'est qu'une petite réussite, incomparable à la véritable épée du clair de lune. Au moins, ça prouve que je peux l'utiliser. Et ce n'est que le premier jour. Sans perdre un instant, le lendemain, il court au terrain d'entraînement pour s'adapter à cette nouvelle compétence. Bientôt, il atteint le niveau d'un chevalier impérial. Mais avant qu'il ait le temps de célébrer, on lui ordonne de se rendre au palais.
pour faire son rapport sur les résultats du concours. Étant donné la personnalité de Julian, il n'y serait certainement pas allé en personne, mais craignant que le conseil des anciens ne manigance quelque chose, il décide d'y aller lui-même. Cette décision terrifie Laszlo, venu lui transmettre le message. Peu de temps après, les deux hommes arrivent au palais de l'Empire d'Adalatan. L'Empire d'Adalatan est l'une des trois grandes puissances du continent, et la plus forte des trois. Après avoir congédié un Laszlo anxieux, Julian est escorté par des gardes jusqu'au bureau du commandant. En entrant, il voit le commandant Aldouin assise dans un fauteuil. Après l'échange de quelques politesses, Aldouin sent que la personnalité de Julian est très différente d'avant. Bien que ce soit incroyable, elle ne s'y attarde pas. Julian s'en sort encore une fois. Alors, y avait-il des talents prometteurs lors de l'épreuve de recrutement? Demande-t-elle en reprenant son siège avec une expression sérieuse. Aucun. Et concernant les épéistes? Aucun. En entendant cela, la bouche d'Aldouin s'agrandit peu à peu. Elle reproche à Julian de n'avoir recruté personne, ignorant complètement les ordres et le manque de personnel. Pour dissimuler la vérité, Julian prétend que les candidats n'étaient qu'une bande de bras cassés et que les recruter auraient été inutiles. Une pure perte de temps. Il lui tend ensuite un rapport. Voici les problèmes découverts lors de cette épreuve de recrutement, ainsi que quelques propositions d'amélioration. Aldouin prend la lettre et commence à la lire. En résumé, l'ordre des yeux fermés n'est pas responsable des accidents qui pourraient survenir pendant les épreuves de recrutement. Ainsi, quand ils ont entendu Julian dire qu'il allait les tuer, ils ont pris peur et se sont retirés sur le champ. Après avoir lu, Aldouin déclare qu'elle fera son rapport à ses supérieurs, mais que ça ne garantit aucun résultat. Elle l'informe également qu'une lettre du secrétariat l'attend dans son bureau temporaire. Après avoir accompagné Julian, Aldouin tombe dans ses pensées, parcourant les documents avec intérêt. Cette nouvelle réglementation signifie littéralement que les instructeurs ne portent aucune responsabilité pour les incidents survenant pendant les épreuves de recrutement, même si des vies sont perdues. Ils peuvent être acquittés sous la protection royale, mais même ainsi, la nature de l'épreuve de recrutement ne changera pas. La plupart de ceux qui postulent pour rejoindre l'ordre des yeux clos sont des nobles déchus politiquement neutres et des roturiers. Ils n'ont aucun pouvoir. Réprimer le mécontentement de telles personnes est facile. Julian devrait le comprendre. Le véritable objectif de cette proposition de réforme vise donc probablement autre chose. Aldouin ferme les yeux pour organiser ses pensées. Pourquoi quelqu'un qui, d'habitude, ne s'intéresse aucunement aux réglementations soumettrait-il soudainement un tel document? Puis, elle se souvient brusquement de quelque chose. Une certaine conspiration lors de l'épreuve de recrutement. Le conseil des anciens a comploté avec la famille Tos pour truquer cette épreuve. Elle en sait un peu à ce sujet. Occupant le poste de commandante de l'ordre royal des yeux clos. Même si elle ne veut rien entendre, toutes sortes de nouvelles lui parviennent automatiquement aux oreilles. En réalisant cela, elle comprend soudainement. C'est un avertissement. Oui. C'est un avertissement de Julian à la famille Tos et au conseil des anciens. C'est comme s'il disait, j'ai percé vos complots. Si vous osez recommencer, je ne vous laisserai pas vous en tirer aussi facilement cette fois. En pensant cela, elle appelle immédiatement quelqu'un pour soumettre la lettre. Il semble qu'après cette grave blessure, il est complètement changé. Le toutou de la famille royale essaierait-il d'affirmer sa propre identité? C'est terrifiant. Il faut le garder à l'œil. Peu après, Julian retourne à son bureau. Il prend la lettre du secrétariat. Le contenu concerne, en gros, l'escorte d'un mage pour réparer des pierres de résidence. C'est une rare opportunité d'entraînement. Bien qu'il y ait un risque de rencontrer des démons, c'est un problème à résoudre tôt ou tard. C'est l'occasion parfaite de tester cette épée du clair de lune incomplète. De plus, c'est une bonne occasion d'annoncer publiquement que Julian travaille de nouveau pour l'ordre des yeux clos. Cette mission est même accompagnée par un ordre de chevalier. Avec une telle sécurité, il n'y a aucune raison de refuser. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le mage qui l'escorte sera la dernière personne qu'il voudrait voir. Peu après,
Julien se rend à cheval dans la zone de réparation. Prêt à partir. Dès son arrivée, 2 chevaliers s'approchent. Merci pour vos efforts. Seigneur Julien. Je suis parent Terence, membre des Chevaliers du Lion Bleu. Je suis Heinrich, également membre des Chevaliers. Les 2 chevaliers s'inclinent respectueusement. Mais contrairement à leurs paroles et gestes respectueux, la lassitude dans leurs yeux est évidente. Les émotions négatives affichées sont également violettes. C'est de la peur. Envers moi. Bien que le district de Julien ne soit pas très loin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, s'il vous plaît, soyez prudents. Compris. Les 2 hommes déglutissent. Seigneur Julien, aimeriez-vous prendre une calèche pour le district de Julien? Une calèche? Oui. Le chevalier paranche la tête. Une calèche est plus confortable qu'un cheval, n'est-ce pas? Le voyage est long, ce serait en effet plus confortable en calèche. Bien qu'il accepte verbalement, il sait pertinemment que Julien n'est pas assez exceptionnel pour mériter une telle attention. Il y a clairement anguille sous roche. Très bien, faisons ça, même s'il a percé à jour notre intention. Il accepte sans hésiter. Bien. Alors, quand la mage Aileen arrivera, nous la préviendrons. Julien se fige instantanément en entendant cela. Mais quand on parle du loup, Aileen leur fait déjà signe de la main au loin. Cependant, lorsqu'elle se rapproche, ils se figent tous les 2, mal à l'aise. Julien se retourne et s'en va. Oubliez ce que j'ai dit à propos de la calèche. En entendant cela, les 2 chevaliers sont mal à l'aise. Sait-il que le faire monter dans la calèche était un moyen de le surveiller? Le regard de parent s'aiguise. Pendant ce temps, Aileen a l'air embarrassée. Elle ne comprend pas pourquoi elle croise Julien ici, ni pourquoi il s'enfuit dès qu'il la voit. Et Julien, lui, n'a aucune idée de sa relation avec Aileen. Ni de ce qui s'est passé entre eux. Il sent juste qu'il est trop dangereux d'être près de quelqu'un dont il ne peut pas lire les pensées. Et Aileen sera certainement dans la calèche. Je n'ai donc pas d'autre choix que de monter à cheval. Je dois éviter Aileen autant que possible. Et terminer la mission rapidement pour rentrer au plus vite. Le groupe arrive devant une petite tour abritant des pierres de résonance. Aileen commence à inspecter la pierre de résonance qui a besoin d'être réparée. L'inspection révèle que les fissures de la pierre sont trop importantes. Elle ne peut pas être réparée, seulement remplacée. Mais une fois remplacée, la barrière ici disparaîtra. Sans la barrière, les démons attaqueront. Voyant le visage de l'administrateur se crisper, Aileen sourit pour le rassurer. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Ça ne prendra pas trop de temps. Sur ce, Aileen retrousse ses manches et se met au travail. Peu de temps après, la pierre de remplacement est prête. Aileen profite donc de ce court instant pour prendre l'air. À peine sortie, elle tombe sur Julien qui patrouille à l'extérieur. En entendant que c'est Aileen, Julien se retourne et s'enfuit. Voyant ça, Aileen attrape sa cape. Pourquoi n'arrêtes-tu pas de m'éviter? Ce n'est pas vrai, c'est toi qui me suis. Aileen reste sans voix face à sa répartie, mais en pensant qu'il la traite de harceleuse. Elle devient furieuse. Qui est-ce que tu traites de harceleuse? Alors qu'ils se disputent avec véhémence. Ils sentent soudain une terrifiante intention meurtrière approcher. En y regardant de plus près, 3 démons apparaissent non loin. Voilà ce que tu gagnes à toujours m'éviter. Aileen lui donne un coup de poing, furieuse. Je voulais te dire que la barrière ici était désactivée pour les réparations. T'es content, maintenant? À peine a-t-elle fini de parler qu'un chevalier guerrier du Lion Bleu est projeté dans leur direction. Julien sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Comment de simples démons peuvent-ils avoir une telle puissance d'attaque? En tournant la tête, il voit apparaître un démon humanoïde à 2 cornes. Merde, c'est un démon à 2 cornes. La puissance de combat de chaque démon varie. On les classe généralement en fonction du nombre de cornes sur leur tête ou leur corps. Aucune corne, c'est un sans corne. Une corne, c'est un monocorne. 2 cornes, un bicorne. Et ainsi de suite. Plus il y a de cornes, plus l'individu est puissant.
Pourquoi? Pourquoi des démons apparaissent-ils précisément à ce moment? Ça veut dire que si la réparation de la pierre de résonance avait été retardée ne serait-ce qu'un peu plus, quelque chose de terrible se serait produit. Heureusement, quelqu'un peut gérer cette situation chaotique. De toute façon, les démons ne sont que des sans-cornes et des monocornes. Soldats, protégez la mage. Les soldats entraînés se mobilisent immédiatement. Ils forment les rangs, chacun levant son arme en direction de l'attaque des démons. Le remplacement de la pierre de résonance prendra encore environ 10 minutes. Nous devons juste tenir jusqu'à ce que la réparation soit terminée. À mon avis, maintenir notre position est plus sage que de prendre l'initiative de l'attaque. Tant que nous tenons jusqu'à ce que la pierre de résonance soit réparée, la barrière sera restaurée. Ce ne sont que des monocornes et des démons de rang inférieur. Les démons ne pourront plus conserver leur forme et se dissiperont. Il est temps que j'intervienne personnellement avec mon art de l'épée. Je me suis entraîné sur des mannequins à la maison, il est temps de mettre ça en pratique ici. À l'idée de déchaîner les puissantes techniques d'épée de Julian. En combat réel, Julian se sent extrêmement excité. Soudain, une intention meurtrière, vive comme une aiguille, le frappe. Aileen lève les yeux et voit un démon à l'apparence de bête fendre le ciel, fonçant sur elle comme une flèche. Oh non, il a visé le moment où la puissance de la barrière s'est affaiblie. Cela signifie que ce démon a une intelligence considérable. En voyant le démon approcher, Aileen ferme inconsciemment les yeux très fort. Cependant, la douleur attendue ne vient pas. Quand elle ouvre les yeux en tremblant, cet homme qu'elle méprise tant se tient devant elle. Cette épée royale, qui a exécuté d'innombrables nobles et roturiers, est maintenant, en cet instant critique, en train de la protéger. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est tout ce qu'un mage de Rambalgo peut faire? As-tu même oublié ce que tu es censé faire? C'est seulement à ce moment qu'Aileen se souvient de ce qu'elle avait momentanément oublié. Apporte vite les conduits de mana et la nouvelle pierre de résonance ici. Je dois reprendre la réparation de la pierre de résonance. Voyant Aileen courir vers la salle de réparation, Julian peut enfin se concentrer pour s'occuper de ce démon à deux cornes. Il lève les yeux vers le démon à deux cornes qui le fixe non loin de là. Est-ce que je peux le faire? En fait, je n'ai pas forcément besoin de l'éliminer. Tant qu'Aileen réussit à réparer la pierre de résonance, cette crise sera résolue. Mais remplacer la pierre de résonance demande au moins 7 minutes. En d'autres termes, je dois occuper ce monstre, qui peut tuer instantanément même des chevaliers d'exception, pendant plus de 7 minutes. Il n'y a pas le choix. Allons-y. À peine cette pensée formulée, que la main géante du démon frappe déjà. Julian serre fermement la poignée de son épée, bloquant les griffes du démon tout en étant projeté en l'air. Je ne m'attendais pas à pouvoir encaisser ce coup si facilement. Il fait à nouveau l'expérience des capacités physiques monstrueuses de Julian, bien au-delà de celles des gens ordinaires. Mais se fier à cette épée du clair de lune incomplète est loin d'être suffisant. Au moment où il pense cela, les boucliers résonnent. Julian est projeté dans les airs, puis crache une grosse giclée de sang. Cette chose l'a frappé à l'abdomen avec ses 4 pattes. Avant qu'il ne puisse réfléchir, accompagné d'un rugissement déchirant, le démon à deux cornes se lance à nouveau férocement à sa poursuite. Pas le temps de réagir, il se contente de brandir son épée, en suivant son instinct. Julian sait que s'il continue comme ça, la défaite est certaine. Il se concentre et canalise du mana dans son épée. Alors, la technique signature de Julian se manifeste. L'aura de l'épée du clair de lune commence à apparaître, au moment où il assène une taille verticale ascendante au démon à deux cornes. Un fluide visqueux, semblable à du sang, jaillit de la créature. À chaque pas qu'il fait pour se rapprocher, la couleur émotionnelle qui émane de lui devient plus intense. Finalement, une lumière violette enveloppe tout son corps après que son instinct de protection se soit déclenché. Le démon à deux cornes prend appui sur le sol et bondit. Et c'est l'occasion rêvée. Contrairement à avant, une proie consumée par la peur n'est pas digne d'être crainte. Quand son esprit s'éclaircit, Julian obtient le nouveau trait, vision perçante. Il arbore alors un sourire mauvais. Finissons en
Un éclair couleur de lune se manifeste soudainement. Le corps du démon à deux cornes est instantanément fendu en deux. En un instant, la féroce bataille qui vient de se dérouler semble n'être qu'une illusion. Les soldats et les chevaliers qui observaient la scène le fixent tous avec des yeux choqués. Au même moment, de bonnes nouvelles arrivent du côté d'Aileen, le chargement de la pierre de résidence est terminé. La barrière se réactivera bientôt, une fois qu'Aileen aura terminé la réparation de la pierre de résidence. Et avec le démon à double corne qui les commandait vaincu, les sbires restants. Point commence à fuir hors de la barrière. Nous sommes sauvés. On a survécu. Les soldats poussent tous un soupir de soulagement en jetant des regards furtifs à Julian. Leurs yeux ne reflètent plus la peur de la tristement célèbre réputation du bourreau souriant, mais sont remplis de respect et de gratitude pour le héros qui a sauvé tout le monde en pleine crise. Merci pour votre dur labeur, Seigneur Julian. Le regard de Parent est complètement différent. Point de celui qu'il avait en quittant la capitale. Je vous laisse vous occuper de la suite. Seigneur Parent, je ne suis pas familier avec ce genre de choses. Merci. Bon, je devrais aller nettoyer le sang sur mon épée. J'ai trouvé un joli lac avant de venir ici. Sur ce, Julian se dirige vers le lac. En regardant le reflet de son visage aux yeux clos dans le lac, Julian ne peut s'empêcher de soupirer. J'ai cru que j'étais mort. Ou plus précisément, que j'allais mourir. Ma première rencontre avec un démon. Point, il a fallu que ce soit un monstre du niveau d'un démon à double corne. Quoi qu'il en soit, survivre est une bénédiction. Me remémorer ce qui s'est passé me semble encore irréel. Le vrai combat est plus sanglant que je ne l'imaginais. Bien que je m'adapte progressivement à ce corps. Point, je ne suis pas encore totalement familier avec le contenu du panneau de statistiques. Grande perspicacité, niveau 1. Vous possédez une excellente vision, vous pouvez facilement découvrir les points faibles d'une cible. Vous détectez plus facilement les fluctuations émotionnelles de l'adversaire et pouvez infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis qui éprouvent de la peur. Ce coup final qui a mis fin à la vie du démon à double corne. Point, la trajectoire de l'épée que j'ai saisie l'instant avant de frapper. Ce doit être la perspicacité. Il semble que mes connaissances, combinées à l'expérience de Julian, point, aient formé ce trait qui permet de voir à travers les faiblesses de l'adversaire. En pensant à cela, il dégaine son épée. La lame est couverte de fines fissures en toile d'araignée. Ce doit être des fissures causées par la canalisation d'une trop grande quantité de mana d'un seul coup. Encore quelques coups et elle se brisera complètement, c'est certain. Tant en puissance qu'en stabilité, elle n'atteint pas encore le niveau de l'original. Ce que j'ai appris à travers ce combat réel, ce ne sont pas seulement des méthodes de combat. J'ai aussi trouvé une piste sur la façon de perfectionner cette point épée du clair de lune. Pendant ce temps, au conseil des anciens de Erland. Point, le troisième fils de la famille Clifford, l'une des 4 grandes maisons de l'Empire. Point, déglutit nerveusement, supportant les regards sinistres venant de toutes parts. Alors comme ça, ce morveux a deviné nos plans? S'il n'était pas de la lignée de l'actuel chef de famille. Point, un déchet inutile comme toi aurait été banni depuis longtemps. Seigneur Orin, l'ordre des yeux fermés a récemment soumis une proposition au secrétariat royal. Qu'est-ce que c'est? Ils disent qu'à partir de maintenant, lors des tests d'entrée de l'ordre, point, les instructeurs ne seront plus tenus pour responsables. Ils ont ajouté que même si des pertes surviennent, point, toute tentative de demander des comptes sera strictement interdite. Au nom de la famille royale. À l'instant où ces mots sont prononcés, Orin frappe la table de son poing, furieux. Ça veut dire qu'ils soutiennent la position de Julian. Un simple larbin de la famille royale ose nous adresser des avertissements. Mais, Seigneur Orin. Point, cela pourrait en fait être une opportunité, l'interrompt soudainement un homme d'âge mûr. Que voulez-vous dire? Julian, qui n'a toujours suivi que les ordres royaux. Il émet maintenant des avertissements. Cela signifie qu'il commence à penser et à agir de manière indépendante. C'est un imprévu, mais aussi une opportunité. Alors pour l'instant, observons. Vous voulez qu'on reste les bras croisés à regarder? Ce n'est qu'une supposition de ma part, mais... Point, cela pourrait s'avérer plus utile que d'exiler Julian sur le front nord. Alors, c'est ce que nous ferons pour le moment. Sur ce, la réunion du conseil est levée. De son côté,
après avoir terminé la mission de la garde de la pierre de résonance. Julien n'a qu'une seule envie, s'effondrer et se reposer une journée entière. Après tout, il a épuisé bien trop de mana d'un seul coup. Mais il n'y a pas de temps pour le repos. Julien commence à réfléchir à la manière de perfectionner son épée du clair de lune. Même si elle a été très efficace contre le démon à deux cornes. Cela seul est loin d'être suffisant. Après tout, seule une partie de la lame. Et non son intégralité, peut libérer l'aura. C'est pourquoi l'épée n'a pas pu le supporter. Son attention se porte alors sur les pierres précieuses posées sur la table. Celles-ci ont été envoyées par la famille royale par l'intermédiaire de Laszlo. L'affinité avec le mana qui circule en chaque personne est différente. Laszlo hoche la tête en parlant. Il plonge la main dans sa poche, en sort un carnet et un stylo, et commence à prendre des notes. C'est pourquoi chaque mage excelle dans une magie différente, et les capacités ainsi que les couleurs de l'aura de chaque chevalier varient. Laszlo continue de parler tout en hochant la tête et en prenant des notes. Il sort une pierre précieuse. Toutes les choses de ce monde possèdent la capacité de contenir du mana. Parmi elles, ce type de gemme possède la plus haute conductivité et capacité en mana. Lorsqu'on y injecte du mana, la couleur du rubis devient de plus en plus vive. Je vois. Mais si elle entre en conflit avec sa propre affinité de mana, voilà ce qu'il se passe. Des fissures commencent à apparaître à la surface du rubis imprégné de mana. En voyant les fissures, Laszlo ne peut s'empêcher de soupirer, montrant à la fois choc et regret. C'est pourquoi les mages appellent l'affinité de mana les éléments. Et ils les distinguent par 5 couleurs. Cela permet une compréhension plus claire des caractéristiques du mana. Si vous avez compris, rapportez toutes ces gemmes au trésor. Et que faire de ce rubis brisé? Jetez-le, tout simplement. Attendez. Il y a encore une chose. Le secrétaire royal demande votre présence. Il dit avoir besoin d'entendre le rapport de mission en personne. Alors que je suis le membre du personnel vers la salle d'attente. Un fourreau d'épée dans un coin attire mon attention. Peut-être appartient-il à l'accompagnateur d'un visiteur. Il y a un visiteur qui est arrivé avant moi. Mais cet objet m'a l'air très familier. Quand je ramasse le fourreau, cette étrange sensation de déjà-vu qui titille ma mémoire s'intensifie. Un corps puissant abrite un esprit puissant. Après avoir lu l'inscription sur le bord du fourreau, je comprends enfin ce qui me tracassait. Lâche cette épée immédiatement, misérable. Une voix sinistre retentit soudainement derrière moi. Ce ton, rempli d'hostilité. Ce n'est certainement pas la voix d'un secrétaire ou d'un membre du personnel. À cet instant, inutile de me retourner pour savoir. À qui appartient cette voix? Au moment où je me retourne pour en avoir le cœur net, une cascade de cheveux dorés descendant jusqu'à sa taille. Et des yeux d'émeraude. Même si le mécontentement se lit dans son regard. Cela ne diminue en rien sa beauté captivante. Ça fait longtemps, Linéa Limbel. La fille de la famille Limbel, une prestigieuse lignée de chevaliers de l'Empire d'Atlatan. Elle et Julien sont tous deux disciples du maître épéiste Heidenreich. C'est aussi un personnage principal. Qui meurt des mains de Julien dans la bande-annonce du jeu. Il y a de nombreux mots pour décrire le personnage de Linéa Limbel. Si je ne devais en choisir qu'un, ce serait « beauté époustouflante ». L'apparence de Linéa est absolument stupéfiante. L'élégance qui émane d'elle. En tant que fidèle disciple du protagoniste, elle captive facilement le cœur des hommes. Heidenreich. Elle se classe constamment en tête des sondages de popularité. La voir en personne est encore plus stupéfiant. Si je n'étais pas Julien, je n'aurais probablement pas pu m'empêcher de vouloir me rapprocher d'elle. Mais c'est bien sûr impossible. Après tout, Julien est le disciple qui s'est retourné contre son maître. Pourquoi est-il ici aujourd'hui? Se pourrait-il que la personne que le secrétaire cherche soit lui? Trêve de mondanité. Rends l'épée du maître. Linéa affiche une expression de dégoût. Faisant un geste pour l'épée. Le maître a visité le palais, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Je demande juste. Après tout, Maître Eden était aussi mon professeur. Sur ce, Julien rend le fourreau à Linéa, puis il s'assoit en attendant d'être convoqué.
Il peut voir Linéa rougir de colère. Bien que les archives diront plus tard qu'elle deviendra une figure d'exception, surpassant Julian. Pour l'instant, elle n'est qu'une jeune fille inexpérimentée. Dame Linéa Limbel, Maître Edenreich vous mande. L'atmosphère silencieuse est rompue par un membre du personnel du secrétariat. Linéa se lève, le fourreau à la main, impatiente de partir. Comme si rester une seconde de plus lui était insupportable. Mais en entrant dans le secrétariat, Maître Eden est introuvable. Seul le secrétaire général est présent. On dit que Maître Eden leur a confié à tous les deux une mission dans les bas-fonds et qu'il est parti en avance. De toute évidence, la convocation personnelle du secrétaire général royal n'était pas seulement pour un rapport de mission. C'était aussi pour évaluer personnellement l'état de Julian. Le rapport de mission n'était donc qu'une couverture. Une fois son affaire terminée, Julian quitte le palais pour se rendre dans la capitale. Après tout, c'est le moment idéal pour achever l'épée lunaire. Profitez de cette occasion pour forger une arme digne de ce nom, en incrustant des gemmes dans la lame. Et y graver des circuits de mana est clairement la méthode la plus efficace pour le moment. Bien sûr, n'importe quelle gemme ne fera pas l'affaire. Il lui faut de la pierre de lune. Et les pierres de lune sont généralement l'affaire des joailliers. Peu après, Julian arrive dans une bijouterie. Je souhaite acheter de la pierre de lune. Le joaillier a l'air embarrassé. Notre boutique ne vend pas de pierre de lune. Ah oui? L'expression de Julian se durcit. Le commerçant tremble de peur de la tête aux pieds. Mais je vais trouver un moyen de vous en procurer. Ce sera difficile, mais je ferai de mon mieux. Après avoir quitté la bijouterie, Julian se met à réfléchir à la mission. Un démon est apparu dans les bas-fonds de la capitale. Les ordres d'en haut exigent une enquête. Après l'enquête, l'affaire sera simplement classée sans suite. Surtout que l'incident a eu lieu dans les bas-fonds, un endroit dont la famille royale se fiche complètement. Les bas-fonds sont comme des vestiges du passé. Laissés après que l'Empire a annexé de force d'autres nations. Ces gens ne suivent pas la culture dominante de l'Empire, ni sa religion. Leurs races même sont différentes. Après s'être vus interdire l'entrée de la capitale, ils se sont rassemblés pour former les bas-fonds à l'est. Si la famille royale osait s'ingérer dans leurs affaires, cela provoquerait une réaction violente. De plus, ils n'en ont jamais eu l'intention. Alors, pourquoi Eden prévoit-il exactement de laisser Linéa acquérir de l'expérience? Depuis qu'il a coupé les ponts avec Julian, il a nommé Linéa comme sa disciple personnelle. Et il la forme avec un dévouement total. Bientôt, ils se mettent en route pour enquêter. Tout en confirmant l'emplacement indiqué sur l'ordre de mission. Linéa dépasse soudainement Julian pour prendre la tête, mais cette direction est manifestement la mauvaise. Linéa, pas par là. Elle s'arrête net et me dévisage. Sa méfiance est évidente. Mais alors, à quoi sert ce panneau? Il est plus fiable que les dires d'un étranger. Je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas n'en faire qu'à ma tête comme tu le fais. Je vais devenir le prochain maître épéiste. Avant même qu'elle ait fini de parler, Linéa s'est déjà remise en marche. Julian sait que peu importe ce qu'il dira, elle ne le croira de toute façon pas. Le chemin de gauche est la bonne route. Ce quartier des taudis de l'Est est l'obstacle majeur auquel les joueurs de Demon King Slayer doivent un jour faire face. Ces ruelles labyrinthiques poussent d'innombrables joueurs à abandonner ici. Bien sûr, pour un vétéran comme moi, je connais cet endroit comme ma poche. En regardant la silhouette de Linéa s'éloigner, Julian passe une main dans ses cheveux. Puis, il la suit lentement. Mais très vite, Linéa se rend compte que quelque chose cloche. Là, la disposition des lieux est complètement différente de celle de la carte. La destination est le district 034A, et notre position actuelle est le district 031A. Encore un petit effort et nous devrions atteindre la destination, le district 034A. Mais le panneau suivant indique district 011C. Le district 032 aurait dû apparaître. Les faits ont prouvé que Julian avait raison. Je te l'avais dit. À cause des constructions illégales. Les panneaux dans ce quartier de taudis ne servent absolument à rien. Dit Julian derrière elle, et bien que son ton soit le même que d'habitude. Dans cette situation, il semble encore plus exaspérant. Mêle-toi de tes affaires. Si tu es si malin,
Pourquoi tu ne traces pas ta route au lieu de me suivre? Elle lui lance ces mots en rafale, puis continue d'avancer. Mais les panneaux qui continuent d'apparaître non seulement ne les rapprochent pas du district 034A, mais ils les en éloignent. C'est quoi ce bordel? De retour au point de départ. Linéa tape du pied de frustration. Pendant tout ce temps, Julian est resté derrière elle. À ce rythme, il risque de ne jamais atteindre leur destination aujourd'hui. En pensant cela, Linéa jette un coup d'œil discret à Julian derrière elle. D'après son ton, il semble bien connaître le terrain. Si elle admettait son erreur et le suivait tranquillement, peut-être qu'il pourrait arriver à destination. Non. Impossible de ravaler ma fierté. Ce serait une honte pour l'unique disciple du maître. Surtout devant ce traître. Elle préférerait mourir plutôt que de céder face à Julian. C'est un génie sans égal, même le maître épéiste Edenric l'a reconnu. Même si elle a du mal à l'admettre, il suffit d'observer son jeu de jambes pour comprendre beaucoup de choses. Des pas d'adolescent sans aucun mouvement superflu, un rythme de respiration parfait. Cette terrifiante aura meurtrière qui émane de lui. N'importe quel épéiste peut le voir au premier coup d'œil. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend à l'entraînement, c'est inné. À cause de ça, Linéa est constamment comparée à Julian. Si c'était lui, il y arriverait sans aucun doute. Si c'était lui, ce serait tout à fait normal. Ces pensées parasites tournent en boucle dans l'esprit de Linéa. Vous êtes perdu? À cet instant, un homme débraillé et miteux leur adresse soudain la parole. Je vois que vous tournez en rond. C'est la première fois que vous venez ici. N'est-ce pas? Je connais bien le coin. Je peux vous guider si vous m'offrez un verre. Pas de problème. Linéa sait bien que dans ce monde impitoyable, il n'y a pas de gentillesse sans contrepartie, ni de charité sans raison. Je m'appelle Baden. Et vous, mademoiselle? Je suis Linéa. En entendant cela, Baden jubile intérieurement, on dirait bien que j'ai attrapé un gros poisson. À côté d'eux, Julian s'apprête à se présenter. Mais Baden se retourne et s'éloigne. Je me fiche de son nom. Suivez-moi, c'est tout. Baden. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Guidés par Baden, ils arrivent bientôt dans une taverne. Tavernier, un verre pour chacun. Voyant qu'ils viennent de la capitale, le tavernier gonfle délibérément le prix. 30 nars chacun. Voyant l'air perplexe de Linéa, Baden s'empresse d'expliquer. Les boissons dans les bas-fonds. Points sont généralement plus chers. Quoi? Seulement 13 airs? C'est vraiment pas cher. Linéa sort une bourse remplie d'or. Baden n'en croit pas ses yeux. Comme prévu. Point la fille unique d'un noble, c'est vraiment autre chose. Il va trouver le tavernier. Il lui demande de préparer des boissons droguées. Il s'apprête à faire un gros coup. Les verres spéciaux sont servis. En voyant Linéa approcher le sien de ses lèvres. Point le sourire de Baden s'élargit jusqu'aux oreilles. Soudain, une main surgit et s'empare du verre de Linéa. Cette boisson. Elle a été droguée? De quoi tu parles? Baden panique et prend un air féroce. S'il n'y a pas de problème, alors bois-le toi-même. Ou je te le ferai boire de force. Le visage de Julian dégage une aura meurtrière si intense. Point qu'elle en est terrifiante. Arrête, Julian. Qu'est-ce que tu fais? En entendant ce nom. Point Baden se fiche sur place, comme un cadavre. Il a dit Julian? Comment t'as fait pour nous ramener ce chien de garde de la royauté? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le tavernier panique. Le chien de garde de la royauté. Ce démon sanguinaire. Point qui massacre nobles et roturiers sans distinction. Personne dans l'Empire n'ignore sa terrible réputation. C'est bon, répond Baden en s'efforçant de garder son calme. J'ai des gardes du corps ici. 3 gardes du corps, qui étaient en embuscade non loin, surgissent. Quel émerdeur, lance en premier un garde armé d'une dague. À ces mots, Julian écrase le verre dans sa main. Vous avez fini de jacasser? Vous voulez vous battre? En entendant cela. Point un garde du corps chauffe-charge, son épée en avant, mais Julian le saisit à la gorge d'une seule main.
Le garde derrière lui tente une attaque en traître, mais Julien se retourne et l'assomme d'un seul coup de poing. Les hommes sont paralysés par la seule présence écrasante de Julien. Incapable de bouger. À côté, Linéa serre la garde de son épée. Ne comprenant toujours pas ce qu'il se passe. Mais qui sont ces gens? Peu importe. On frappe d'abord, on discute après. Sur ces mots. Julien ramasse un éclat de verre et l'appuie sur la gorge de Baden. Alors, tu te rends ou tu meurs? Si tu te rends, je t'épargnerai. Déjà mort de peur, Baden n'hésite pas un seul instant. Il choisit de se rendre et accepte de leur servir de guide. Il leur donne aussi quelques informations. Confronté pour la première fois à la face sombre de la société, Linéa réalise son terrible manque d'expérience. Au cours de son éducation, elle n'a jamais rencontré de telles personnes. Linéa semble un peu abattue. Comment savais-tu que Baden avait mis quelque chose dans nos boissons? C'est ça qui t'intéresse? Julien montre une pointe de dédain. Oui. S'il te plaît, dis-le-moi. Parce qu'avant même d'entrer, j'ai détecté une aura meurtrière grâce à la perception du mana. Toute vie, toute chose, tout phénomène. Le mana réside en toute chose qui existe. Et le mana réagit fortement à la présence d'un autre mana. Il suffit de déployer un mana stable dans son environnement. De cette façon, on peut confirmer où se cachent les autres. Telle l'écolocalisation d'une chauve-souris, Julien l'observe murmurer pour elle-même. Et sourit en secret. En réalité, cette méthode est couramment utilisée par les mages. Et si Julien y parvient si facilement, c'est uniquement grâce à ses réserves de mana massives et débordantes. À l'origine, les chevaliers se fiaient à une intuition unique. Ou à la détection des auras pour localiser les ennemis cachés, mais en ce moment, il n'est pas le Julien au meilleur de sa forme. Il doit donc utiliser cette méthode pour compenser. Mais tout à l'heure, ce que tu as demandé à cet homme. Ce n'était pas à propos de l'incident sur la route minuit 34, mais sur les conditions de vie. Pourquoi ça? Demande Linéa, pleine de doutes. Ce sur quoi nous enquêtons. C'est de savoir si des démons sont apparus sur la route 034A. Quel est le rapport avec les gens qui vivent ici? Bien sûr que c'est lié. En voyant le sourire calme de Julien, elle fronce les sourcils. Que sais-tu au juste sur la démonification? Tu me prends pour une idiote? N'est-ce pas simplement que lorsqu'un organisme non humain est parasité par le dieu démon Barbato qui rôde, cet individu devient un démon? Qui a dit que les humains ne pouvaient pas subir la démonification? Ce n'est pas parce que tu ne l'as jamais vu que ça n'existe pas. C'est simplement un phénomène extrêmement rare. Linéa écoute, frappée d'incrédulité. Où veux-tu en venir? Julien continue, même si ce sont les bas-fonds. Cet endroit est adjacent à la capitale et pavé de pierres de résonance. Si des démons apparaissaient naturellement ici, ce serait trop tiré par les cheveux. Les petits animaux sont aussi limités par leur taille et ont du mal à se développer. D'après ce que tu dis. Ce n'est ni une apparition naturelle, ni un parasitisme. Se pourrait-il que les bas-fonds manquent d'hôtes démoniaques adéquats? Comment serait-ce possible? Le sol n'est-il pas rempli d'hôtes en ce moment même? Les yeux de Linéa se remplissent de confusion. Alors, tu es en train de dire que les gens d'ici sont tous des humains en cours de démonification? Absurde. C'est tout simplement absurde. Mais même si c'était le cas, quel est le rapport avec les conditions de vie? Les humains au début de leur démonification ont de fortes fièvres. La semaine dernière, 3 foyers ont acheté des médicaments contre la fièvre. Il suffit de vérifier ces endroits, ça peut être fait en une journée. Linéa poursuit, indignée. Et si tu as tort? Si j'ai tort, à partir de demain, on se sépare et on fait les choses à ta façon. Mademoiselle Linéa. Quelle jeune femme agaçante. Les 2 premiers foyers ne donnent rien. Sur le chemin de la 3e maison, Linéa prend soudain la parole d'un ton satisfait. La dernière. Elle est sans aucun doute fière de voir que son affirmation selon laquelle les humains ne peuvent pas se démonifier est sur le point d'être prouvée. Mais comme dit précédemment, tous les organismes peuvent être la cible d'une démonification. Les humains sont simplement moins susceptibles de l'être. Par rapport aux autres créatures. C'est là-bas, c'est ça? Linéa désigne une résidence au loin. À mesure qu'il se rapproche.
Une odeur de plus en plus forte se fait sentir. La même que celle de la mission de garde des pierres de résonance. Une odeur de sang mêlée à la puanteur des démons. Bientôt, il frappe à la porte du dernier foyer. Personne ne répond à l'intérieur. Au moment où il s'apprête à frapper de nouveau, accompagné d'un bruit de bois qui grince, la porte s'ouvre lentement. C'est une vieille femme aux cheveux blancs qui ouvre. Elle n'a ni cornes, ni le mucus caractéristique des démons. Et a manifestement conservé sa santé mentale. Clairement, elle n'a aucun lien avec la démonification. Cependant, le regard hésitant de la vieille femme et son ton bégayant indique que quelque chose de suspect se passe à l'intérieur. Nous faisons partie de l'organisation exclusive de la famille royale. L'ordre des yeux clos. L'ordre des yeux clos? La confusion apparaît dans les yeux de la vieille femme. Avant de se transformer rapidement en hostilité. Dehors. Sortez de chez moi, tout de suite. La vieille femme essaie violemment de refermer la porte. Julien attrape le rebord de la porte d'une main. Puis il tire un grand coup. La porte est arrachée sans effort. Linéa, à côté d'eux, observe la scène. La mâchoire presque décrochée. Tu devrais au moins lui donner une explication. Vous êtes trop bonne, mademoiselle Linéa. C'est ce qui causera votre perte. Nous sommes ici pour enquêter. Pas pour déranger les gens. Vous croyez que l'Empire veut ce genre de coercition? L'Empire ne s'intéresse qu'aux résultats, peu importe les méthodes que vous employez. Terminant sa phrase, Julien regarde la vaisselle sur la table. Vous étiez en train de manger. Mais d'après les données du comité de résidence, les membres de ce foyer sont une personne âgée et son jeune fils. Pourtant, la quantité de nourriture ici est pour 3 personnes. Vous avez un invité aujourd'hui. Une personne ordinaire en cours de démonisation. Ne peut résister aux pulsions de l'agonie persistante du dieu démon. Si la vieille femme devant eux va bien, le fils que l'on ne voit pas est très suspect. La présence d'un démon dans cette maison ne fait aucun doute. Il y a aussi une odeur de médicaments qui flotte dans cette nourriture. C'est pour droguer les invités. Puis les donner en pâture aux démons enfermés dans la pièce. C'est pas possible. En entendant cela, la panique et l'incrédulité se lisent sur le visage de Linéa. La vieille femme panique également et se précipite vers la porte verrouillée. Elle sort frénétiquement une clé de sa poche pour la déverrouiller. Fuis, mon fils. Sors d'ici vite. Cependant, de la porte ouverte. Une gueule grotesque surgit soudainement et broie instantanément le crâne de la vieille femme. Face à une scène aussi horrible, Linéa reste sans voix, mais Julien, à ses côtés, demeure d'un calme inhabituel, tout comme lors de la bataille précédente. Avec le démon à 2 cornes. L'instinct du personnage de Julien lui permet de rester calme. Même dans de telles situations. Un démon couvert de sang, une seule corne acérée poussant lentement de sa tête. Linéa dégaine rapidement son épée après avoir confirmé qu'il n'y a qu'une seule corne. Elle se jette en avant et abat son épée, mais n'importe qui peut voir que son corps est raide. Probablement paniqué par l'apparition soudaine du démon. La seconde suivante. Le bras du démon, s'agitant sauvagement, frappe violemment Linéa. Envoyant l'aura de l'épée se dissiper progressivement de sa lame, Julien se souvient de la faille fatale du personnage de Linéa Limbel. Sa consommation de mana est plus élevée que celle des gens normaux, mais elle-même l'ignore. À ce rythme, elle sera en danger. S'il y a des victimes pendant la mission. Surtout si la disciple de la Sainte de l'Épée est blessée, cela attirera certainement l'attention de tous. Pour moi, c'est aussi un problème ennuyeux. Moi, qui dois parfaitement jouer le rôle de Julien. Je ne peux éveiller le moindre soupçon. Alors, Julien se place devant Linéa. En voyant cela, Linéa dit fermement qu'elle n'a pas besoin d'aide. Vous ne pouvez pas être blessé. Je ne veux pas être mêlé à des rumeurs inutiles. Et puis, c'est aussi mon travail. Lorsque le démon se jette à nouveau sur Linéa, Julien active la vision du métier. S'ensuit alors une série fluide de techniques d'épée. À cet instant, le corps du démon est déjà criblé de trous, comme un tissu déchiré. Avec une détermination désespérée. Le démon lance une attaque sur Linéa. Quoi? Il s'est rétabli? Julien regarde Linéa se faire attaquer. Et crie,
paniqué et pressé, recule. Je dois frapper à nouveau. Mais Linnea, prise dans un combat rapproché avec le démon, ne peut tout simplement pas se libérer. Dans sa panique, elle attrape une assiette sur la table et la fracasse sur le visage du démon. La soupe de l'assiette vient aveugler les yeux du démon. Julian saisit l'opportunité. Il concentre son mana dans son épée. Mais au moment où il rassemble sa puissance, Linnea est de nouveau capturée et saisie par la main du démon. En voyant Linnea cracher du sang, la fureur de Julian atteint son paroxysme. Le mana inonde tout son corps, ses yeux sont remplis d'une intention meurtrière. Saisissant l'occasion, il enfonce son épée droit dans la poitrine du démon. Linnea se libère également de son emprise. À l'instant où le démon perd sa force, s'éloignant d'un bond, le démon s'effondre au sol, mort d'une hémorragie excessive. En voyant Julian tuer le démon sans utiliser l'épée du clair de lune, Linnea le regarde comme s'il était un fou. Si tu avais utilisé l'épée du clair de lune, tu aurais pu en finir d'un seul coup. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que c'est plus intéressant comme ça. Comme je m'y attendais, ce type est vraiment un fou. Une fois la mission des bas-fonds terminée, il retourne à la capitale. Prends toute la récompense pour cette mission. Après tout, je n'ai rien fait. Linnea s'arrête et parle avec difficulté. Julian se tourne pour regarder Linnea. Bien que leurs regards se croisent, aucune émotion ne peut être lue sur son visage. Ses yeux sont plissés comme d'habitude, sous ce masque de fer qu'est son visage. Ne dites pas des choses pareilles, mademoiselle Linnea. Nous sommes condisciples. Je te déteste. Linnea le déclare délibérément à voix haute. Beaucoup de gens n'aiment pas Julian. Mais presque personne ne le dit aussi crûment. Bien sûr, même face à une hostilité si manifeste. Julian reste impassible. C'est plutôt direct, mais c'est bien dommage. Le maître a dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais tu utilises ton pouvoir sans aucun sens des responsabilités. Ta retenue est déplorable. Pas étonnant que le maître t'ait renvoyé. Se remémorant la force écrasante qu'il venait de déployer contre le démon. Le mécontentement refoulé de Linnea refait surface. Pourquoi agir à l'encontre des enseignements du maître? Pourquoi essaies-tu de tuer le maître? La retenue est une vertu dont seuls les lâches ont besoin. Es-tu en train de dire que le maître est aussi une lâche? Incapable de tolérer les insultes envers son maître. Linnea serre fermement le poing. Qu'il remarque sa colère ou non. Julian continue de parler calmement. Mademoiselle Linnea, vous êtes vraiment naïve sur le monde. Certaines personnes sont destinées à vivre une vie sans retenue. Tout le monde ne vit pas la vie noble et strictement disciplinée de ces gens-là. En réalité, ils constituent la majorité de ce monde. Bref, merci pour votre travail aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la récompense de cette mission avec moi. Avec un bref rire. Julian finit de parler et se dirige vers le palais. En regardant sa silhouette s'éloigner. Linnea fronce les sourcils. Une vie sans retenue. En réfléchissant selon les enseignements du maître. C'est totalement incompréhensible. L'esprit de Linnea est en plein désarroi. En retournant sur ses pas, une salutation interrompt ses pensées. À cet instant, un homme dans un carrosse regarde Linnea. Oncle Elgin. Ce membre de la famille Limbel est le frère cadet de son père. Si tu te rends au domaine, je te dépose. Monte. N'ayant pas le choix, Linnea monte dans le carrosse. Tu viens de terminer la mission de Maître Eden? Est-ce que tout s'est bien passé? Au moment où elle s'apprête à répondre oui. Linnea réalise soudain qu'elle n'a rien fait durant cette mission, bien que le résultat soit acceptable. L'admettre honnêtement est embarrassant. Ça a été, je suppose. Tant mieux. Maître Eden ne s'est certainement pas trompé sur ton talent, mais ne te surmène pas trop. Elgin regarde Linnea avec inquiétude. Au fait, l'homme qui était avec toi tout à l'heure. Ça ne serait pas à cause de Julian, par hasard? Vu ses récents agissements. Le conseil des anciens est sur les dents. J'ai entendu dire que le secrétariat a même soumis un dossier pour réexamen. Mettant la pression sur le conseil. Parmi la noblesse de l'Empire, il est difficile de trouver quelqu'un qui ne s'intéresse pas à Julian. En tant que noble,
Il n'est pas étrange qu'Elgin se pose de telles questions. Ce fameux toutou de la famille royale. Son ascension et sa chute sont des sujets cruciaux pour les puissants, et des thèmes âprement débattus par les amateurs de ragots. De plus, être le toutou de la royauté tout en étant issu de la noblesse le rend impossible à ignorer. Bien qu'il soit un noble, il met la pression sur le conseil des anciens. C'est vraiment un homme incompréhensible. Mais celui dont il faut le plus se méfier, c'est Julien lui-même. Elgin saisit la main de Linéa et continue d'une voix inquiète. Peu importe la raison, ne t'approche pas de lui. Cet homme est une personne extrêmement dangereuse. Il n'y a pas de camaraderie qui tienne avec lui. Il ne prend absolument pas en compte les relations interpersonnelles. En tant que noble, c'est quelqu'un que nous devons éviter. Je comprends, mon oncle. Mais il est vraiment puissant. Un maniement de l'épée parfait, un calme olympien même dans les moments critiques. La retenue de ne pas abuser de son pouvoir et de répartir sa force avec précision. Point correspond tout à fait à son idéal du maniement de l'épée. La vision pour frapper avec précision les points vitaux d'un démon. Sans utiliser d'aura, et la capacité physique pour exécuter de tels mouvements. Il est fort. Bien plus fort que moi. Pendant ce temps, Julien arrive au bureau du commandant. Pour faire son rapport de mission au commandant Allouin. Qu'est-ce que vous avez fabriqué exactement? Allouin semble furieux. Puis-je vous demander ce qu'il s'est passé? Diverses pensées traversèrent l'esprit de Julien. Ai-je commis une erreur? À bien y réfléchir, Allouin s'était déjà montré. Point méfiant à l'égard de sa façon de parler. N'êtes-vous pas allé dans les bas-fonds? Point pour vérifier les rumeurs sur les apparitions de démons? C'est exact. J'ai confirmé qu'elles étaient vraies. Mais pourquoi un criminel se serait-il rendu en mentionnant spécifiquement votre nom? Au début, Julien n'a aucune idée de ce dont parle Allouin. Mais en entendant cela, il réalise instantanément qu'il s'agit de Biden, des bas-fonds. Il avait bien dit à Biden de se rendre, mais ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse réellement. Peut-être a-t-il pris conscience de ses crimes et est-il venu se repentir. Quant à savoir pourquoi il a mentionné mon nom. Je n'en ai aucune idée. Allouin ne dit rien après avoir entendu cela, mais jette tout de même un regard suspicieux à Julien. Il lui tend ensuite un document. Voici votre indemnité opérationnelle. Incluant les bonus pour l'accomplissement de 2 missions cette fois-ci. L'indemnité opérationnelle est essentiellement son salaire. En regardant le détail de sa paie, Julien ne peut s'empêcher de sourire. 11 000 NAR. En y regardant de plus près, le salaire de base de l'ordre des Yeux-Clos n'est pas si élevé. Cela signifie qu'il gagne une somme aussi rondelette grâce aux 2 missions qu'il a récemment accomplies. De plus, Linéa lui a donné toute sa part pour cette mission. Face à cette paie colossale. Julien marmonne inconsciemment pour lui-même. Allouin hoche également la tête. C'est un peu moins que d'habitude, après tout. Vous avez pris beaucoup de jours de congé ce mois-ci à cause de votre blessure. En entendant cela, Julien sourit amèrement. Donc, normalement, il gagne encore plus. Julien n'est vraiment pas quelqu'un d'ordinaire. Être le toutou de la famille royale n'est pas un poste que n'importe qui peut occuper. Mais il remarque soudain une section avec des nombres négatifs. Gribouillé à la hâte, liste des déductions sur salaire. Frais de gestion du domaine, salaire mensuel des serviteurs. D'accord. Ça, il peut comprendre, les montants ne sont pas trop élevés. Frais de maintien de l'adhésion à l'Association impériale des arts. Frais d'abonnement à un magazine. Bon, ça passe encore, à la limite. Il savait déjà que Julien aimait l'art et n'hésitait pas à dépenser sans compter pour ça. Mais ces mensualités sont exorbitantes. Des paiements échelonnés pour la collection de l'univers du maître peintre Crucius. Cet imbécile a complètement perdu la tête. C'est pour ça que les détails des prélèvements sur la fiche de paie affichent des chiffres astronomiques, et que la dernière ligne indique un salaire net de 9 cents NAR. Pour un noble comme Julien, ce qui reste est absurdement dérisoire. Est-ce que ce type a la moindre économie? Julien ferme les yeux. Il imagine le manoir rempli d'antiquités inutiles, le salon, la chambre. Même le bureau, tout est bondé d'œuvres d'art. Cet idiot n'a pas mis un sou de côté. Il doit encore récupérer la pierre de lune faite sur mesure chez le joaillier plus tard. Comment faire sans argent?
Il n'a pas d'autre choix que de chercher des solutions. Grâce aux missions. Commandant Aldouin, y a-t-il de nouvelles missions? Un éclair de confusion traverse les yeux d'Aldouin. C'est la première fois que je t'entends faire la demande de toi-même. Malheureusement, il n'y en a aucune. En entendant cela, Julien soupire intérieurement. Le bourreau souriant de l'Empire. Le démon au masque de fer, l'ancien premier disciple du Saint de l'Épée. Julian Cléford Platon, un homme portant d'innombrables titres, aussi bien glorieux qu'infâme. Et pourtant, il n'a aucune économie. C'est vraiment inimaginable. Je t'ai dit de nombreuses fois de ne pas acheter autant d'objets de luxe. Mais si tu es à court d'argent, tu peux vendre ta collection de peintures. Aldouin jubile d'un air moqueur. Une seule phrase le sort de sa torpeur. C'est exactement ce qu'il va faire. Merci pour le rappel. En entendant les mots de Julien, Aldouin semble quelque peu incrédule. Après tout, Julien chérissait ses peintures comme sa propre vie. Je vais toutes les vendre. Sur ce, il quitte le bureau, laissant derrière lui un Aldouin complètement abasourdi. Ce type doit être désespérément à court d'argent. Pendant ce temps, les membres du noble conseil des anciens commencent à discuter de Julien. Ce monstre a vaincu un démon. Sans même utiliser l'épée du clair de lune. Il est aussi dangereux qu'un cheval sauvage. Indomptable. Un Jarrien du conseil commente avec émotion. Je comprends. Odin sourit malicieusement. À cet instant, un serviteur s'approche, puis il voit Egan sortir en courant. Il semble que les membres du conseil n'aient pas de grands espoirs pour Julien. Soit il a vraiment vaincu un démon sans utiliser l'épée du clair de lune. Oui. Dans ce cas, c'est véritablement un monstre. Dois-je procéder comme prévu? Oui. Il finira par devenir l'un de mes atouts. Peu après, Julien arrive à la galerie d'art. Bienvenue, Seigneur Julien. Je suis Felso, un expert à la galerie d'art et Cosmos. Bonjour. Alors, jetons d'abord un œil à l'objet. Que vous souhaitez faire expertiser? Ils arrivent rapidement devant un objet recouvert d'une toile. Alors que le tissu est soulevé, une peinture à l'huile est révélée. En voyant le tableau, l'expert ne peut cacher un sourire. Il commence à examiner l'œuvre de près, sortant même une loupe pour une observation détaillée. Plusieurs minutes plus tard, l'expert affiche un sourire embarrassé. Je suis vraiment désolé. C'est une contrefaçon. Il aurait dû en apporter une autre. Il pensait que, comme elle était accrochée à l'entrée du manoir, ce serait une œuvre de grande qualité. Apparemment non. Cependant, une contrefaçon aussi ressemblante. C'est la première fois que j'en vois une. J'aimerais l'acheter. Que diriez-vous de millénaire? Heureusement, l'expert exprime son intérêt pour l'acheter. Et le prix semble raisonnablement juste. Mais pour acheter la pierre de lune, c'est loin d'être suffisant. Seigneur Julien, veuillez patienter un instant. Je vais chercher le contrat. Après avoir parlé, l'expert se dirige vers l'arrière de la galerie. Julien contemple silencieusement le tableau. Comment ce type a-t-il pu se retrouver avec une contrefaçon? N'est-ce pas une œuvre de Crucius Vincent? Aileen apparaît soudainement. L'expert à proximité est surpris. Qu'est-ce que vous venez de dire? Aileen pointe le tableau du doigt. N'y a-t-il pas au bas de la toile? Point la signature de Crucius Vincent? C'est un authentique. En entendant cela. Point l'expert transpire déjà à grosses gouttes. À côté de lui, l'intention meurtrière de Julien. Point est à peine contenu. Vous osez me tromper. L'expert est si effrayé par cette scène. Point qu'il s'effondre au sol, son corps entier enveloppé d'une aura de peur violette. Mais alors que Julien est sur le point de le punir, Aileen l'arrête. Aucun expert ne peut être précis à 100%. Une erreur de jugement occasionnelle est humaine. En entendant cela. Point Julien revient à la réalité avec un sourire gêné. Il a failli perdre son sang-froid en public. Dans ce cas, le prix de l'expertise va-t-il changer? Je vous présente mes sincères excuses, Seigneur Julien. S'il est authentique, notre galerie n'a tout simplement pas les moyens de l'acheter. Alors, combien vaut réellement ce tableau? L'expert au visage blême est incapable de parler.
Je n'ai aucune intention de vous tenir pour responsable de cette erreur. Je ne sais tout simplement pas quoi faire de ce tableau. Et si je vous présentais quelqu'un? S'il s'agit d'un Crucius, je connais un acheteur qui le prendra sans discuter. Cependant, j'ai deux conditions. Premièrement, vous ne devez pas causer de problème à cet expert. Deuxièmement, aidez-moi pour quelque chose. D'accord, de toute façon, je n'ai aucune mission en ce moment. Ravi de faire affaire avec vous. Ne vous méprenez pas, je ne vous aide pas par pure bonté de cœur. Vous m'avez aidé à remplacer la pierre de résidence la dernière fois. Considérez que je vous rends la faveur. Alors, que voulez-vous que je fasse? Un garde de patrouille de nuit à l'Académie veille. Point prétend avoir été attaqué par un fantôme. Cette histoire de fantôme pourrait n'être qu'une rumeur inventée par les étudiants. Au début, le corps enseignant n'a pas pris cela au sérieux. Mais en se tenant près de ce vieux bâtiment à minuit, on pouvait toujours entendre des bruits étranges. De plus, les attaques n'ont cessé de se succéder. Avec de plus en plus de gardes blessés, je pense qu'il s'agit d'un démon. Mais en théorie, l'Académie est protégée par une barrière, il ne devrait y avoir aucun démon. Il est possible qu'il se soit faufilé quand la barrière était faible. La barrière n'a pas été très stable ces derniers temps. Maintenant, de moins en moins de gens veulent monter la garde. Il faut résoudre ce problème. C'est donc la personne que vous avez amenée pour aider? Tandis qu'ils discutent. Un homme intervient depuis le milieu du chemin. Le nouveau venu n'est autre que Godfrey, l'instructeur de magie et mage séduisant de l'Académie veille. Seigneur Julian. Ravi de vous rencontrer. Je ne m'attendais pas à vous croiser dans un tel endroit si rapidement. Godfrey se tourne à nouveau vers Aileen. À ce propos, mademoiselle. Aileen, vous vous êtes embarquée dans une mission bien pénible. Quelle mission pénible? C'est mon devoir envers les étudiants. Je n'ai jamais considéré ça comme pénible. C'est vrai que pour ce qui est de la lignée, mademoiselle Aileen, la vôtre est irréprochable. Si vous voulez vous défaire de votre étiquette de membre d'une branche secondaire, il va vous falloir travailler très dur. C'est toi qui devrais travailler dur. Godfrey. Aileen ne se laisse pas faire. Ta dernière thèse est passée de justesse. Pire que moi, qui vient d'une branche secondaire. Quoi? Le visage de l'homme vire au rouge. Un déchet d'une branche secondaire ne devrait même pas avoir le droit de travailler ici. Restez à votre place. Mais aussitôt, Julian s'avance sur le côté et lève vivement sa lame. La scène terrifie les deux personnes à ses côtés, qui ferment les yeux très fort. Ils n'osent plus respirer. La seconde d'après, un trou s'ouvre dans le mur, rougeoyant de l'intérieur. Ils lèvent les yeux et découvrent des diablotins démoniaques sortant du trou. Heureusement, Julian est vif. D'un éclair de sa lame, il fauche les diablotins qui s'écrasent au sol. Ils atterrissent en plein sur Oti. Au secours! Je me fais écraser par des démons. Oti hurle frénétiquement. Alors, tu as besoin que moi, le membre de la famille secondaire, je te sauve. Julian sourit malicieusement. Même si tu es plutôt lâche. Regarde. Aileen pointe soudainement au loin. Ces diablotins convergent tous au même endroit. Et ils s'entassent rapidement. Pour se transformer en un démon gigantesque. Alors c'est ça, sa véritable forme. Voyant cela, Julian n'hésite pas un seul instant. Il dégaine sa lame et bondit en avant. Un coup, deux coups. Le démon hurle de douleur sous les coups. Il commence même à se diviser pour s'échapper. Se diviser signifie que les individus deviennent plus petits, et des individus plus petits signifient moins de force. Julian sait que c'est une occasion de le tuer d'un seul coup, presque sans élan. Le démon est instantanément réduit en bouillie. Une fois le combat terminé, Aileen commence à renforcer la barrière de pierre de la résidence. Comment l'as-tu détecté? 1. L'emplacement du démon. Même la barrière de pierre de la résidence et son système de détection ne l'ont pas repéré. Comment l'as-tu découvert, au juste? Julian sait qu'il ne peut absolument pas dire qu'il l'a détecté. En lisant l'aura sinistre émanant du démon. Personne dans ce monde ne connaît cette mécanique de jeu. C'est un secret. Bon, ne parlons pas de ça pour l'instant.
Tu viens d'insister sur la lignée secondaire auprès de Oti. N'avais-tu pas l'habitude de mépriser les familles secondaires, toi aussi? Julien a l'air confus. Oui. Aurais-tu oublié que tu me traitais d'eux? Sans mêler? Mais maintenant, tu prends soudainement la défense des familles secondaires. C'est vraiment étrange. Tout le monde a peur de toi, alors personne n'ose rien dire. Mais ton attitude méprisante, j'y suis plutôt habitué. Eh bien. Que l'on soit de la famille principale ou secondaire, nous partageons tous le même sang. J'admets que j'ai eu tort à l'époque. En entendant cela, le visage d'Aileen devient rouge vif. Est-ce que ce sont des excuses? Merci de m'avoir rendu un si grand service. De rien, dit Julien, les yeux plissés. Puisque tu as rempli ma demande. Je vais t'emmener voir cet acheteur maintenant. Peu après, grâce à l'introduction d'Aileen. Julien apporte seul le tableau à l'acheteur. En voyant la peinture. Alom se lève immédiatement, tout excité. Mon Dieu! Dire que je peux voir ce chef-d'œuvre de mes propres yeux de mon vivant. Il examine l'œuvre avec soin. Comme s'il s'y plongeait entièrement. Il commence alors à raconter l'histoire du tableau. Ceci. C'est l'œuvre finale du maître peintre Crucius. Il a un jour écrit à son jeune frère, qu'il a longtemps soutenu. Il a déversé son chagrin ultime et sa solitude dans cette peinture. Oui. Vous avez tout à fait raison, répond Julien d'un ton évasif. Voyant la réaction si indifférente de Julien, une pointe de déception apparaît sur le visage d'Alom. Au même moment, une légère brume apparaît au-dessus de sa tête. Une aura de déni, indiquant la suspicion. Y aurait-il un problème avec ce tableau? Mais à en juger par l'expertise d'Aileen. Et la réaction d'Alom en voyant la toile, elle devrait être authentique. De quoi se méfie-t-il exactement? Comprenez-vous vraiment ce tableau? Pour moi, vous n'êtes là que pour l'argent. Je n'ai qu'à payer un prix raisonnable pour l'acquérir. Mais je préfère traiter avec des gens qui en comprennent la valeur. Alors c'est de ça qu'il se méfie. Comprenant la situation. Julien sait naturellement quoi faire. Le maître peintre. Crucius est décédé peu de temps après avoir achevé cette œuvre, c'est pourquoi ce tableau est inestimable. Allons ferme les yeux pour réfléchir un instant. Il semblerait que les mots de Julien aient fait leur effet. La brume grise au-dessus de sa tête s'est dissipée. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous y connaissiez autant en art. Crucius est mort à l'endroit même représenté sur le tableau. Le vice-directeur Alom hoche prudemment la tête. Alors, discutons du prix. Seigneur Julien. À ces mots, Julien acquiesce avec ferveur. Alom se racle alors la gorge d'un air théâtral. Que diriez-vous de cette somme? Alom lève prudemment 4 doigts. 40 000 NAR. Même après avoir acheté la pierre de lune, il en resterait bien assez. Bien que plus élevé que prévu, ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant. Julien commence à négocier. C'est une œuvre qui a atteint son apogée. Point après la mort de l'artiste. Vous avez tout à fait raison, Seigneur Julien. Alom lui lance un regard approbateur. Aucune brume grise n'apparaît au-dessus de sa tête. Ceci est la dernière œuvre que Crucius nous a laissée. Une œuvre qui a mis un point final à sa vie tourmentée. Alors, je rajoute 10 000. Ce qui fait un total de 500 000 NAR. Qu'en dites-vous? 500 000 NAR. Il comprend enfin ce que l'expert voulait dire par « ne pas pouvoir se le permettre ». Même avec la galerie entière. Julien déglutit avec peine. Bien que cela paraisse incroyable. Le sang-froid et le sourire caractéristique de Julien lui permettent de garder contenance. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. La scène change et Aileen arrive également chez Alom. Vice-directeur Alom. Tandis qu'Aileen s'incline, Alom examine le tableau nouvellement acheté. Ah, Aileen. J'ai appris que vous vous étiez chargé de l'affaire de l'ancien bâtiment. Vous avez fait du bon travail, professeur Aileen. Cependant, ce que je vais vous dire doit rester strictement confidentiel. Cet incident est très probablement lié à la Société de l'Aube. La Société de l'Aube? Pourquoi s'en prendrait-il à l'Académie? La Société de l'Aube est une organisation d'adorateurs de démons qui a récemment émergé au sein de l'Empire. L'enquête n'est pas encore totalement bouclée,
nous avons donc décidé de maintenir la confidentialité pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas outre mesure. J'ai déjà renforcé la barrière. Au fait, comment s'est déroulée votre discussion avec Julien? Très bien, grâce à lui. J'ai pu acquérir l'œuvre dont je rêvais. C'est merveilleux. Le seigneur Julien est déjà parti? Il est parti en toute hâte dès qu'il a touché l'argent. Il a dit qu'il partait acheter une grande quantité de pierres de lune. En entendant cela, Aileen se lève brusquement et s'apprête à partir. Il s'avère que la thèse qu'Aileen doit soumettre à la tour de la magie cette fois-ci nécessite des pierres de lune. Lorsqu'Aileen se précipite à la bijouterie, le propriétaire lui apprend qu'il n'en reste plus une seule. En apprenant qu'il ne reste plus une seule pierre de lune, Aileen a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Cela veut dire que sa thèse est ruinée. Pendant ce temps, Julien. Après avoir acheté les pierres de lune, il arrive rapidement à la forge. Il veut forger une épée capable de résister au pouvoir lunaire. La forge la plus renommée de la capitale, la forge du crépuscule. C'est également là que le maître épéiste Heidenrick a fait forger son épée, mais... Quand le forgeron entend qu'il veut forger une épée sertie de gemmes, il refuse catégoriquement. Ce n'est pas une épée, ça. C'est un simple objet de décoration. Ma fierté de forgeron m'interdit de créer une chose pareille. Furieux, Rouge abat sa paume sur la table en bois. Les plans posés dessus. Poings frémissent sous l'impact. À la forge du crépuscule, nous ne forgeons que des armes pour les chevaliers. Donc, si vous cherchez des objets de décoration, veuillez vous adresser ailleurs. Je ne suis pas venu pour un objet décoratif, mais bien pour forger une arme. Le regard de Rouge devient plus perçant. Une arme. D'après le plan que vous avez soumis, vous voulez incruster une pierre de lune. Point en plein centre de la lame. Les pierres de lune sont des gemmes. Leur solidité est par nature inférieure à celle du métal ordinaire, et en plus, vous voulez y graver des motifs de mana. Ce genre d'épée se brisera au premier coup. Voyant que Julien ne cède pas. Point le visage de Rouge se crispe de colère. À ce moment, une belle femme assise non loin de là. Point affiche une expression inquiète. Seigneur Julien. Point nous gravons le sceau de notre atelier sur les armes que nous forgeons. Si cette arme se brise après une seule utilisation. Point cela nuira à la réputation de notre marque. Les pierres de lune sont des gemmes, après tout. Une épée forgée avec une gemme comme noyau sera inévitablement fragile. Nous espérons que le seigneur Julien comprendra nos inquiétudes. Alors, tant que je garantis de ne pas briser cette épée. Point ça devrait suffire, non? Vous croyez que c'est possible? Les pierres de lune sont des minéraux dont la dureté est inférieure à celle des gemmes ordinaires. Si c'est ce qui vous inquiète, faisons comme ça. Je vous donne le paiement et les gemmes d'abord. Vous forgez l'épée, et ensuite. Point on vérifiera si je peux l'utiliser sans l'endommager. Où voulez-vous en venir? Ignorant l'agitation de Rouge. Point Julien poursuit, si. Si elle se brise pendant le test. Point j'abandonnerai les frais de fabrication déjà versés. Qu'en dites-vous? Entendu. Si elle se brise pendant le test, nous ferons comme s'il ne s'était rien passé. Quelques jours plus tard, après que les forgerons aient travaillé jour et nuit. Point l'épée est enfin terminée. Au moment où il la saisit. Point une sensation de fraîcheur se propage depuis le bout de ses doigts. Lorsque le mana qui coule dans son corps. Point est infusé dans la poignée, la lame se met soudainement à briller d'une lueur bleue. Oui. C'est ça, la véritable lame de clair de lune. Peu de temps après, ils arrivent dans un grand espace ouvert. Les forgerons se rassemblent pour observer. Rouge apporte alors un mannequin de bois en armure. Si le seigneur Julien parvient à fendre cette armure. Point avec l'épée de pierre de lune, nous pourrons vous la confier en toute confiance. En y regardant de plus près, l'armure est couverte de petites égratignures. L'épaisseur de l'armure est d'1 centimètre entier. Une armure ordinaire ne fait que 2 mm d'épaisseur. Plutôt qu'une armure, on dirait un bloc de fer. Une fois que tout est prêt. Point Julien empoigne la garde de l'épée de pierre de lune. Il régule brièvement sa respiration. Point et infuse son mana dans la lame. Retenant son souffle, il lève l'épée bien haut. Alors que l'ombre de l'épée s'abat, tout le monde, sans exception.
Point écarquille les yeux, stupéfait, en regardant les fragments d'armure éparpillés sur le sol. Point et la lame de clair de lune, complètement intacte, dans la main de Julien. Il a réussi. À cet instant, la boîte de dialogue devant ses yeux indique également. Trait, lame de clair de lune incomplète a évolué en lame de clair de lune enfin complète. Un sourire satisfait apparaît sur le visage de Julien. Même en y infusant une quantité de mana aussi immense. Point la lame ne montre aucun signe d'usure. Je vous ai vraiment sous-estimé, dit Rouge, mal à l'aise, sur le côté. Mais alors même que Julien s'en va, Rouge reste inquiet. Point le prévenant à plusieurs reprises de ne pas la briser. Pendant ce temps, le maître et sa disciple, Eden et Linnea. Point en apprenant que Julien a tranché le mannequin en armure sans effort. Point trouve tous les deux cela incroyable. Il est toujours aussi exceptionnel. C'est dommage que je n'ai pas pu voir ça de mes propres yeux. Tu n'es pas parti en mission avec lui? C'était comment? Oui. Il est vraiment fort. Terrifiant, même. Tu ne le trouves pas un peu étrange? Étrange? Que veux-tu dire? Je pense que... Point il ressemble un peu à quelqu'un de la Société de l'Aube. Julien rentre chez lui, de bonne humeur. Il sent qu'il devient de plus en plus Julien. Mais il ne peut pas non plus oublier que son objectif est de retourner dans son monde d'origine. Il comprend qu'il ne peut pas continuer à vivre dans ce monde en tant que Julien. Après tout, ce monde finira par périr. La fin du jeu exige que Eden. Point empêche la résurrection du roi démon, il doit donc maintenant éviter que la situation n'empire. L'histoire a maintenant atteint le stade où la Société de l'Aube apparaît. C'est une organisation maléfique et tenace. Ils ne reculeront devant rien pour ressusciter le roi démon Barbado. Ce sont aussi les ennemis jurés de Eden. Le père de Linnea a été tué par cette organisation. Il envisage maintenant de coopérer avec Eden, mais le convaincre ne sera pas facile. Que devrait-il faire? Peut-être comme le Julien de l'histoire originale. Point infiltrer la Société de l'Aube pour recueillir des informations? Mais comment y entrerait-il? Alors que Julien est en pleine délibération. Point son corps active son trait, l'intuition extraordinaire. Qui est là? Mais la ruelle est complètement vide. Il ne perçoit aucune présence. Qui cela peut-il bien être? Est-ce une illusion? Mais l'intuition extraordinaire ne se trompe jamais. Un bruit d'atterrissage résonne. Une silhouette encapuchonnée apparaît devant lui. On se retrouve, Julien. C'est une femme de petite taille, une sorcière dotée d'une connaissance exceptionnelle de la magie noire. Eleanor, évêque de la Société de l'Aube. Quant à l'homme à ses côtés, ce doit être l'ennemi juré de Eden. Eleanor. Julien parle le premier, et Eleanor ne tourne pas non plus autour du pot. Même habillé ainsi, tu me reconnais. Vraiment digne de Julien. Bien sûr. Je sais même ce que tu veux faire. Ça simplifie grandement les choses, alors. Répond Eleanor en frappant dans ses mains. Que dirais-tu de nous donner une réponse sur le champ? Quoi? En réalité, Julien n'a aucune idée de ce dont elle parle. Il ne faisait que bluffer tout à l'heure. Ça. Je dois encore y réfléchir attentivement. Répond Julien en feignant le calme. Ça ne va pas le faire, Seigneur Julien. Après tout, c'est vous qui avez proposé en premier de rejoindre la société. C'est exact. Alors, s'il vous plaît, permettez-moi d'y réfléchir davantage. D'ailleurs, il n'y a pas de date limite pour nous rejoindre. Point n'est-ce pas? Le cœur de Julien s'emballe. Il ne s'y attendait pas du tout. Julien avait déjà pris contact avec la Société de l'Aube et avait soumis sa candidature. C'est vrai. Cependant, vous devriez comprendre. Point que nos considérations peuvent être différentes. Répond Eleanor d'un ton un peu pressant. Et si vous utilisiez votre adhésion comme prétexte? Point pour enquêter sur nous et nous capturer? Après tout, vous êtes le chien de garde le plus fidèle de la famille royale. En entendant cela, Julien est en proie à de profondes réflexions. Merde, il se méfie déjà. Mais je ne suis pas là pour enquêter sur la Société de l'Aube. Je veux rejoindre l'organisation. Si l'Empire le découvre, je suis fichu. Et ça mènera à la pire des fins.
Si Eden découvre que j'ai rejoint la société de l'Aube, l'un de nous deux devra mourir. Alors, je ne pourrai jamais quitter ce monde de jeu. Comment me sortir de cette situation? Je ne m'attendais pas à être soupçonné d'être impliqué là-dedans. Julian hésite un long moment avant de répondre. Vous en savez trop. Et si j'insiste pour me retirer? Le ton de Julian devient sérieux. Alors, il faudra que tu restes ici aujourd'hui. L'homme claque de la langue et s'avance. Il rejette sa cape en arrière. Point révélant que l'homme robuste et messier, de la division de combat de la Société de l'Aube. Il possède une prouesse au combat bien au-delà de celle des chevaliers ordinaires. Tu te souviens de cette cicatrice, dit-il en désignant son œil gauche. Cette blessure que tu m'as infligée me lance toutes les nuits. Désolé, je ne me souviens pas vraiment du menu fretin. À peine ces mots prononcés. Leurs regards se croisent, le combat est sur le point d'éclater. L'instant d'après, monsieur prend soudainement appui sur le sol. Et il s'élance en avant. Julian active sa capacité passive, intuition extraordinaire, et dégaine son épée pour parer. Mais dans sa précipitation, ce qu'il dégaine n'est pas l'épée du clair de lune. C'est une simple lame de fer. Ça devra faire l'affaire pour le moment. Dans la ruelle étroite, l'épée et le poing s'entrechoquent. Des étincelles jaillissent, illuminant brièvement toute la ruelle. Après un premier échange, l'épée de Julian présente déjà de profondes fissures. La situation devient dangereuse. Alors que Julian recule d'un pas. Essayant de se ressaisir, monsieur affiche un sourire sinistre et satisfait. Puis, il concentre toute sa puissance dans son poing et frappe violemment en direction de Julian. Julian ne parvient pas à esquiver à temps. Le poing s'abat en plein sur sa poitrine. Il est projeté instantanément contre le mur, et son épée se brise net en deux. Alors? Qu'est-ce que ça fait de se faire battre comme ça par du menu fretin? Monsieur n'oublie pas de narguer Julian. En entendant cela, le corps entier de Julian s'embrasse de fureur. C'est vrai, ça. Pourquoi faut-il toujours que je répare les pots cassés de Julian? Il en a marre de subir passivement les ennuis causés par le Julian d'origine. Les deux témoins affichent une expression d'incrédulité. Impossible. Blessé à ce point, il peut encore bouger? Cependant, les émotions de Julian ont atteint leur paroxysme. Il prend appui sur ses genoux. S'apprêtant à se relever, quand la fenêtre à côté de lui s'illumine, affichant « Très inné ». Œil de l'éveil manifesté. Ça commence sérieusement à me taper sur les nerfs.